Amechad, bonjour à tous. Amechad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie, leur intelligence et leur temps à leur coreligionnaire. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, institutions et centres culturels. Aujourd'hui, notre invité est Gilles Taïeb. Gilles Taïeb, bonjour. Bonjour Nello. Vous êtes président de AIC Keren-Or, vice-président du CRIF et vice-président du Fonds social juif unifié. Que ça, oui. Voilà. Comme on dit à Pessah, président d'AIC Keren-Or, d'Aïnou, ça aurait suffi, mais je comprends maintenant aussi que le CRIF et le Fonds social ont besoin des gens comme vous, et les auditeurs ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que dans la communauté, on vous connaît bien, mais ceux qui ne vous connaissent pas encore vont découvrir pourquoi on a autant besoin de gens comme vous dans la communauté. Vous êtes militant, évidemment, dans toutes ces associations depuis de nombreuses années. Est-ce que vous vous rappelez la première fois quand vous avez milité, pour quelle association, où et comment, à quel âge? Oh là là, c'est tout jeune. Tout jeune. La première fois que j'ai milité, ça s'appelait le Fonds étudiant juif, le FEJ, à l'époque. Et je devais avoir 14 ans, je crois. Aujourd'hui, j'en ai presque 63, donc imaginez-vous. Et c'était le FEJ, c'était ce mouvement de jeunes étudiants, disons, activistes, très engagés. Et donc, j'ai milité dans cette association de l'âge de 14 ans à l'âge de 18 ans. En quoi ça consistait, le militantisme, à cet âge-là et dans cette association-là? Disons, c'était de défendre l'image d'Israël, de défendre les Juifs, surtout dans un contexte qui n'est plus celui qu'on voit aujourd'hui, mais on avait en face de nous les mouvements d'extrême droite et les mouvements d'extrême gauche, et c'était parfois, disons, un peu plus solide et un peu plus musclé comme réaction, et on montrait à ce moment-là que la communauté juive, elle avait non seulement la tête, mais elle avait aussi les épaules, et surtout, elle avait aussi les muscles, et que la tête et les muscles peuvent marcher aussi. C'est un peu comme les tfilim. On en met un sur la tête et on en a un sur le bras. Et bien, c'est peut-être ça, ce militantisme. C'est là que j'ai commencé. C'est ce parcours qui m'a beaucoup apporté. C'est là que j'ai commencé à avoir mes amis, à rencontrer des gens d'exception, puisque Vous avez fait des études? Ah oui. Le militantisme, c'est bien, mais pour militer, faut-il encore avoir un métier à côté? Tout à fait. C'est une liberté. C'est une liberté qui coûte cher, et il faut tout faire pour être capable d'assumer. Et vous exercez toujours? Toujours. Je suis chirurgien dentiste. Je suis maintenant diplômé depuis 30, presque 32 ans, presque, déjà. AIC Keren-Or, comment ça a commencé? Alors, AIC Keren-Or, ça a commencé pendant la première guerre du Golfe. Ça a commencé autour d'une table, comme là, aujourd'hui, avec des amis. On était réunis, et puis vous vous souvenez qu'à cette époque-là, il y avait l'attaque sur le Koweït, et Israël a été, à ce moment-là, comme d'habitude, un dommage collatéral, et tout le monde partait d'Israël, et personne n'y venait, parce que il y avait la guerre au Koweït. Israël n'était pas concerné à cette époque-là. Et donc, nous, un soir comme ça... Mais il y a eu quelques scutes qu'on sont tombés sur Israël, c'était avant. Quand même. Nous, on a commencé juste avant. C'est-à-dire, on a commencé par tout simplement se dire avec des amis autour d'une table, écoute, pourquoi on n'irait pas en Israël? Il y a personne en Israël. C'était un mois de décembre. Le premier voyage qu'on a fait, c'était un mois de décembre. Et donc, c'était pas encore les scutes. Les scutes sont arrivées en février. En janvier, février. Donc, en décembre, on a fait tout simplement l'idée de se dire, écoutez, on va aller faire un voyage. On va appeler ça un voyage solidarité, mais nous, c'est un voyage simplement de fraternité avec Israël. Et donc, une quinzaine d'amis autour d'un bon repas qui se décident de faire quelque chose, et c'est pas une action héroïque, c'était de prendre un billet d'avion et d'aller en Israël. Mais il y a toujours le côté un peu Monsieur Plus. Avec nos amis, on s'est dit, après tout, si on y allait, c'est bien. Si on était nombreux, c'est mieux. Et si en plus, puisque rappelons-nous, c'était l'époque de l'alia des Juifs de l'Union soviétique, et si en plus on allait affréter un avion
et qu'on allait passer par Budapest, aller chercher nos frères juifs russes et les amener en Israël. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est rentré, on est allé voir un monsieur qui n'est plus de ce jour, qui s'appelait Monsieur Guez, qui avait une agence immobilière, une agence de voyage, qui m'a amené chez El Al, et puis on m'a dit, voilà, si vous voulez affréter un avion, on organise le voyage Paris-Budapest, avec l'agent juif en correspondant, et de Budapest, vous allez prendre ces juifs du non soviétique, et puis ensemble, vous allez aller vers Israël. Et on s'est dit, oui, on va le faire. On va le faire. C'est mon premier, peut-être, plus gros chèque sans provision de mon existence, puisque j'ai pris mon chèque et j'ai fait un énorme chèque à la compagnie El Al. C'est pour ça que cette émission, c'est pour mettre en exergue des militants, parce qu'en fait, les militants payent. Oui. Ça, on oublie souvent. Voilà. C'est pas des salariés, c'est des gens qui payent de ce qu'ils gagnent ailleurs. Exactement. C'est pour ça qu'il faut gagner ailleurs. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est important d'être indépendant et de pouvoir avoir les moyens de s'offrir ce luxe, de pouvoir être des militants gratuits et puis de donner son temps et puis de ses moyens. Donc, on est allé avec mes amis, on est allé faire un chèque chez El Al. On a surtout dit au monsieur d'El Al, ne l'encaissez pas, laissez-nous le temps un peu de faire la collecte derrière. De faire la collecte derrière. La collecte, c'était simple, c'était une personne qui montait dans l'avion payait un billet pour un juif du RSS. Donc l'avion, c'était je crois qu'il y avait 240 places et il y avait 120 juifs amis, des amis à nous en vérité, il y avait 120 personnes, des amis à nous, et 120 juifs d'Union soviétique qu'on est allé chercher à Budapest. Alors on avait préparé des cadeaux, on avait préparé, on avait fait cette fête, c'était pour nous une fête, et puis c'était tellement quelque chose d'exceptionnel. Et je peux vous dire qu'on a rempli cet avion, mais en même pas une semaine, puisque tous les amis auxquels on disaient oui. Et alors ceux qui pouvaient pas venir, eux, payaient la place pour un holé. Et nous, on est allés, on cherchait nos frères du non soviétique, mais évidemment, c'était un voyage particulier. Je me souviendrai toujours parce que ça nous a marqué. On est arrivé la nuit à Budapest et on a atterri. L'avion était entouré de forces de l'armée sur place qui surveillaient cet avion bizarre El Al qui venait chercher. Et puis on a vu arriver comme ça de loin une petite lumière et des gens. Comme on les imagine un peu, il faut imaginer, c'est la nuit, c'est l'exode, hein, c'est des gens qui marchent comme ça, et suivis par leurs bagages, et tous ces gens-là montent dans un avion. Et pour eux, ils montent dans un avion avec des gens qu'ils connaissent pas. Ils se demandent vraiment, mais qui c'est ces gens qui sont venus là, et on sait pas qui c'est. Donc l'avion était la moitié pour les Juifs de l'Union soviétique et l'autre moitié pour nous. Alors ils nous regardaient d'une manière bizarre. On avait heureusement des gens qui parlaient le russe avec nous, qui étaient venus et bon, d'abord on a décollé. Mais l'avion s'est mis en bout de piste, il a commencé à accélérer, puis évidemment, connaissant comment les gens sont très, très organisés, tout le monde était debout. Les 120 juifs de France qui étaient venus étaient allés à l'arrière de l'avion pour aller embrasser les 120 juifs du non soviétique, et le pilote disait, bon, tant pis, je démarre comme ça. Donc c'est un avion qui a démarré avec 240 personnes debout sur la moitié d'un avion, et qui a décollé dans le ciel, et puis à ce moment-là, des moments que je n'oublierai jamais, des visages que j'oublierai jamais, parce que des personnes âgées, des gens fatigués, je me rappelle, je suis dentiste, moi, non, mais des gens avec des dents en or, des gens qui étaient plus ou moins apeurés au début, qui comprenaient pas, faut savoir d'où ils venaient, ce qu'ils avaient vécu. Et donc ce moment de fraternité a été unique, on leur a fait des cadeaux, quelques-uns d'entre nous avaient sonné chauffard, on avait ouvert un drapeau d'Israël qui mesurait peut-être, je sais pas moi, 5-6 mètres de long sur 4 mètres de large, et on les a recouverts. Enfin, on a passé un voyage unique au monde, et on en a tous gardé. Alors pendant un moment, on avait même les coordonnées de certains d'entre eux qui nous écrivaient et tout. Il y en a même qui m'ont écrit pour me demander si on pouvait pas les faire partir d'Israël, parce que ils avaient été très surpris de ce qu'ils avaient trouvé là-bas, et ils se disaient peut-être que l'on pouvait quitter. Alors ils s'adressaient à nous en disant, est-ce que vous pouvez pas, si vous avez aidé à venir, est-ce que vous pouvez pas nous aider à en partir aussi? Mais on les a laissés là-bas, et c'était bon. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. On sait que l'intégration des fois a été difficile, et puis nous on les a rencontrés à plusieurs occasions, et donc ce voyage, ça a été notre voyage initiatique pratiquement. Et nous, on pensait évidemment qu'après ce voyage, on allait rentrer chacun chez nous et qu'on avait fait quelque chose de bien. Mais, comme vous l'avez dit, Nélou, tout à l'heure, les Scuds tombaient sur Israël. À ce moment-là, on ne peut pas ne pas faire. Eh bien, on a recommencé. Un autre avion, on est passé par Budapest, mais l'avion était rempli par nous,
par les gens de l'Union soviétique, mais aussi on avait récolté à l'époque du scotch, des batteries, parce qu'il fallait envoyer en Israël du scotch pour calfeutrer les... Donc on est parti avec des tonnes de matériel, on avait récolté, pareil, les gens d'une manière simple, mais quand on raconte ça a l'air d'être incroyable, mais ça s'est fait tellement facilement pour nous que cet engouement et cet amour qui s'exprimait là montrait. Donc on a fait ça 2-3 fois, des voyages, et voilà comment on a redémarré comment est née l'association de soutien à Israël. Alors elle s'appelle la SI tout simplement pour ça, hein. C'est Karen, ma femme, qui a trouvé le nom. Elle m'a dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On fait du soutien à Israël, on va appeler l'association de soutien à Israël, c'est écrit sur la porte. On trouvait ça très bien. SI, association de soutien à Israël, au moins ça dit ce que c'est. Tout simplement. Ensuite, c'est la fameuse maison à Kiryat Shmona. Alors justement, donc lors d'un de ces voyages à Jérusalem, on a rencontré, on nous fait venir le général Rami Dotan. Alors il y a deux Rami Dotan. Il y en a un qui est un gangster, un voleur qui faisait partie de l'armée de l'air et qui avait fait quelques embrouilles aux États-Unis. Bon, c'est pas lui. Nous, c'est un autre. Il était dans la logistique. C'était un de ceux qui s'était occupé de la logistique de l'opération Entebbe. Et donc Rami Dotan vient nous voir et puis il nous dit, bon, bah, écoutez, vous êtes bien, vous les jeunes là. Est-ce que ça vous dit de faire quelque chose? Alors il était spécialisé, sa région c'était le Nord, le Golan. Et il dit, est-ce que vous voulez pas faire quelque chose pour la frontière Nord? On a dit oui, pourquoi pas. Et on nous a dit, il faudrait construire une maison de soldats pour les soldats. On nous a pris, on est allé dans le Nord et effectivement on voyait les soldats et tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, ou pas les plus jeunes, mais tous ceux qui nous écoutent, savent souvenir qu'à ce moment-là, les soldats ils dormaient dans les rues, ils dormaient à la Tachana Markazit sur un banc où ils pouvaient. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils avaient 24 heures ou 48 heures et qu'ils habitaient de l'autre côté du pays ou même le centre du pays, ils n'avaient pas le temps de descendre et de remonter. Et donc ils dormaient là où ils pouvaient. Là, il nous dit, voilà, c'est là. On a besoin d'une maison pour pouvoir accueillir les jeunes soldats, que ce soit une journée, 1 heure, 2 heures, 3 jours. Mais il faut qu'il y ait un endroit pour se reposer et se remettre en forme. Et donc on a donné évidemment notre accord, et c'est aussi là un engagement énorme. Je me rappellerai toujours du montant de la somme, et en plus de quelques années, d'une anecdote qui est quand même relativement importante, parce que on nous a donné au bout de 6 mois, on nous a dit, voilà, à Kiryat Shmona, il y a un hôtel qui s'appelait l'hôtel Balon Tzafon, c'est l'hôtel du Nord. En plus, c'est très symbolique pour des Français, l'hôtel du Nord, ça nous rappelle des films. Et donc, il nous a dit... voilà, il est à vendre cet hôtel-là, il est désaffecté, il sert plus à rien du tout, et ben, mais il est là, la guerre de Liban, c'était depuis longtemps, il y avait des roquettes qui tombaient. Tout le temps, Katyusha, le Nord, c'était difficile de faire le tourisme dans la zone. Oui, et puis le Nord, c'était vraiment la zone. Quoique maintenant aussi, c'est encore une zone, mais disons que là, à cette époque-là, c'était des tirs de Katyusha tous les jours, et donc c'était la zone qui était le plus fréquentée par les militaires. Et donc, pour la petite anecdote, c'est Moshe Arens qui me convoque et qui me donne le prix de l'hôtel. Et moi, je le regarde, et impressionné par ce monsieur quand même, et je lui dis, est-ce que vous me permettez, monsieur le ministre, de faire quelque chose? Il me dit, oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis, est-ce que je peux payer un expert pour avoir le prix exact de l'hôtel? Il me dit, vous me faites pas confiance? Je lui dis, moi, oui. Mais après, je vais demander de l'argent à des gens, il faut qu'ils me fassent confiance. Alors il m'a dit, faites-le. Et effectivement, j'ai fait faire une expertise du prix qui m'avait été donné par le ministère de la Défense pour être sûr que c'était les bons prix. Et donc on s'est engagé à cette époque-là. On avait quand même s'était engagé plus $1,300,000. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, j'avais à peine 30 ans, moi. Donc, on démarre pas la vie avec $1,300,000 de dette, quoi. Et mon père m'a tout de suite engueulé en me disant, va enlever ta signature de ce truc-là. Et donc voilà, on a acheté, on a fait les collectes, on a réussi, on a ouvert. Et le 17 avril 1993, on inaugurait la maison du soldat de Kiryat Shmona. Gilles Taïeb, on va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission la semaine prochaine. Am Echad, c'est le nom de cette émission, et c'est une émission qui est faite pour des gens comme vous. Merci Nélou. Rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.